Donc c'est quelque chose de vraiment d'actualité, hein. Donc à l'heure où donc les chirurgiens vont avoir possibilité de faire se former en endoscopie digestive, en tout cas sur le plan universitaire. Donc voilà, donc le chirurgien de ma clinique m'informe qu'il se lance dans une endoscopie thérapeutique. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre de façon amicale, bien évidemment? Bien, bon, bonsoir à tous. Donc après les stress que l'on a eu là avec les mutuelles, le big data et le burn-out auquel on échappe, voilà un stress supplémentaire qui nous arrive. C'est que les chirurgiens viscéraux peut-être veulent se mettre à l'endoscopie digestive. Alors, c'est pas quelque chose de finalement très très récent parce que si on regarde un peu, c'est une histoire ancienne puisque il y a environ 30 ans, on avait été confronté à des chirurgiens qui voulaient faire de l'endoscopie. On avait un chirurgien en libéral dans la région Rhône-Alpes qui avait fait une opération comme ça pour faire de l'endoscopie et puis des services de chirurgie en CHU qui essayaient de faire la promotion auprès de leurs élèves. Et donc on a vu passer quand même déjà un petit peu le boulet. Mais heureusement, il est arrivé la cœlioscopie, et la cœlioscopie a détourné l'attention de tous les jeunes chirurgiens vers cette technique, parfois d'ailleurs contre l'avis de leur patron qui trouvait que c'était quelque chose d'absolument terrible et qu'il fallait pas faire. Et puis malheureusement, depuis une dizaine d'années, ce qu'on voit, c'est que la cœlioscopie maintenant tout le monde sait faire et qu'il y a moins d'indications opératoires, alors qu'il y a toujours autant de chirurgiens qui sont en formation. Alors, parallèlement à ça, il y a un essor de l'endoscopie thérapeutique, et ce, dans beaucoup de domaines, l'endoscopie, et donc le gastro-entérologue va prendre en charge des patients en évitant le recours à la chirurgie. De fait, les actes de chirurgie digestive ont diminué nettement au profit de l'endoscopie interventionnelle ou chirurgicale. Alors là, on voit déjà un problème un petit peu de sémantique. Quand on parle d'endoscopie interventionnelle ou d'endoscopie chirurgicale, c'est la même chose, mais je pense qu'il vaut mieux éviter le terme d'endoscopie chirurgicale. Une évolution vers le mini-invasif, ça se voit dans beaucoup de spécialités, et ça pourrait de fait faire basculer les actes d'endoscopie vers la chirurgie digestive. C'est un dernier problème qui n'est pas résolu, c'est celui de la CCAM qui commence déjà à être ancienne, c'est la valorisation des actes, et on sait que les actes de chirurgie sont quand même pas très très bien valorisés. Alors on va faire un état des lieux rapide. Donc je vous ai montré ces deux photos et surtout j'ai une petite pensée pour mon ami et collègue avec qui je travaille, Arthur, qui a un petit problème de santé et qui ne sera pas avec nous pendant ces 2 jours. Donc un petit rappel sur la démographie en hépato-gastro et en chirurgie viscérale et digestive. Donc quand on regarde un petit peu cette dia, ces chiffres rapidement, on peut dire qu'on a 3900 hépato-gastro-entérologues actuellement en France, il y a 60% d'hommes, 41% ont une activité uniquement salariée, et vous voyez l'âge moyen, 50 ans, en médecine en totalité c'est 51 ans, les femmes c'est 43 ans, les hommes sont un peu plus âgés, 54 ans. Alors, quand on regarde ce qui se passe pour les chirurgiens digestifs, ils sont quand même beaucoup moins nombreux, à peu près 3 fois moins, 1165. 80% sont des hommes et 42% sont salariés. Donc, il y a, finalement, la proportion de salariés est la même chez les gastro que chez les chirurgiens. L'âge moyen est un peu plus jeune, 46 ans. Et les femmes chirurgiens sont un peu plus jeunes que les hommes. Donc on a des choses qui sont quand même assez différentes. Quand on regarde les spécialistes en formation, ces courbes à partir de 2017 jusqu'à 2021, on voit finalement que pour le DES, des pathogastro-entérologie, c'est assez stable sur les 5-6 dernières années. On tourne autour de 130 étudiants en formation pour cette spécialité. Une légère remontée par rapport au chiffre le plus bas. Et pour les chirurgiens, c'est un peu pareil. Il y a une remontée qui est peut-être un peu plus sensible, mais quand on fait le rapport entre le chiffre le plus bas et le plus élevé de ces courbes, on s'aperçoit que la progression est la même, elle est de 9,2%. Alors où en est la maquette du DES actuellement? Alors elle a été réalisée en 2017. Grande réforme du 3e cycle, très grande réforme avec des mots extraordinaires. Chaque étudiant dispose de nouveaux outils pour construire son projet professionnel. Et puis, c'était tellement bien fait qu'elle a été, quand même, surtout pour notre spécialité, il y a eu des critiques très fortes. Et elle a été remodifiée en 2019 pour aboutir à cette chose-là.
Alors, la maquette du DES, là j'ai mis sur les deux colonnes, à droite l'hépato et à gauche c'est la chirurgie. Donc il y a trois périodes. Il y a le socle, l'approfondissement et la consolidation. Donc le socle pour la gastro, vous voyez qu'il y a 2 stages, ça fait 1 an. L'approfondissement, 6 stages, ça fait donc 3 ans. Et la consolidation, 1 an. Donc en tout 5 ans. Et la dernière année, cette année de consolidation, c'est l'année du médecin junior, là où il va prendre son autonomie, il va apprendre de nouvelles techniques. Il n'y a pas d'option dans cette maquette-là. Si on regarde les chirurgiens, le socle, c'est pareil. L'approfondissement, il y a 1 an de plus. Et la consolidation, 2 ans. Donc en fait, on passe en tout à 6 ans. Et il y a une option, qui est l'endoscopie chirurgicale. Bon, là déjà, il y a un petit souci. Alors les objectifs de la maquette du DES de chirurgie digestive, c'est clairement former un spécialiste en chirurgie viscérale et digestive. Et donc pendant 6 ans, il va être formé et il a une option possible qui est l'endoscopie chirurgicale. Si on regarde la maquette d'endoscopie du DES en hépatogastroentérologie, on voit que endoscopie niveau 2 et proctologie, et que les options qui sont proposées, les fameuses FST, on trouve des choses qui sont autour de la spécialité, mais qui ne sont pas au cœur. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'option endoscopie, il y a la dictologie, cancérologie, nutrition et les soins palliatifs. Donc une maquette quand même qui nous interpelle déjà, c'est que dans la phase de consolidation qui est la 5e année, vous voyez qu'on doit donc cet étudiant doit valider la réalisation de certains actes. Et dans ces actes, vous avez donc la gastro, la colo, bon, des polypectomies, dilatation, mais il manque quand même beaucoup de choses. Et donc ça se limite au niveau 2. Il n'y a pas d'option endoscopie chirurgicale. Donc cette liste manifestement est restrictive, il manque le CPRE, l'écho-endoscopie, le SD, les prothèses digestives. Et or la pratique de l'endoscopie, c'est quand même le cœur de notre spécialité, ça représente la force vive, l'attractivité et la valorisation aussi. Et la distinction entre endoscopie diagnostique et thérapeutique, certainement c'est une erreur. Une volonté délibérée peut-être de transférer ces actes dans l'option endoscopie chirurgicale et finalement de dépecer un peu notre spécialité. Il faut voir aussi qu'en Europe, c'est quand même une grande disparité et que même s'il y a un beau drapeau unique, quand on regarde chaque pays, c'est pas la même chose. En France, les experts sont tous des gastro-entérologues hospitaliers ou libéraux, contrairement à certains pays européens où les experts ont souvent plutôt un cursus de chirurgie. Dans certains pays voisins, proches, comme l'Allemagne par exemple, la spécialité d'hépatogastroentérologue n'est pas clairement identifiée et la formation d'endoscopie n'est donc pas intégrée dans la spécialité. Et donc le risque, c'est de voir apparaître des formations parallèles qui sont finalement destinées aux chirurgiens. Et en France, on a l'exemple de l'IHU de Strasbourg, vous êtes bien au courant de ce qui s'y passe, avec une formation intégrée, théorique et pratique. On va apprendre de manière accélérée l'hépatogastroentérologie à des chirurgiens sous forme d'un programme de 300 heures. Alors, des stages pratiques, il y a 50 heures de formation pratique, mais qui va faire ces stages pratiques? Où ça? Dans quel centre? Et avec quels experts? Vous voyez, les experts, il n'y a pas de français. Donc il y a des chirurgiens de renom, il y en a qui sont devenus des endoscopistes célèbres, alors qu'ils ont des formations chirurgicales, comme Guido Costamagna. Et puis on propose des formations intégrées, de l'endoscopie bariatrique, ou même de l'écho-endoscopie thérapeutique sur une journée. Donc ça, c'est de la formation accélérée pour nos amis chirurgiens. Alors est-ce qu'il faut construire un mur entre les deux spécialités? La célioscopie, c'est le chirurgien. Bien qu'on aurait pu peut-être en faire, puisqu'à une certaine époque, on faisait bien de la laparoscopie. L'endoscopie souple interventionnelle, c'est le gastro. Et puis voilà, il n'y a pas de passage possible. Mais il y a quand même des zones un peu borderline, par exemple le bariatrique, les résections cellio-assistées, les ESD un peu larges, puis le NOTS, même si le NOTS finalement a tendance un peu à disparaître. Alors comment pourrait-on éviter le passage des chirurgiens de l'autre côté de ce mur? Peut-être mettre en place un filtrage efficace, le checkpoint Charlie, finalement de l'endoscopie. L'endoscopie doit rester au centre d'une formation d'excellente en hépatogastroentérologie.
avec une validation réelle des compétences. Alors il faut faire des DU, des masterclass, des stages en centre expert. Il y a le rôle des associations professionnelles, de toutes les associations professionnelles est très important, que ce soit la SFED, la Société nationale, le CREG, les syndicats aussi. Et je crois qu'il ne faut pas participer à des formations non homologuées. Ça, c'est important. Alors, en pratique, comment peut-on réagir à cette situation où les chirurgiens arrivent sur le terrain de l'endoscopie? Donc, je vais passer la parole à Bertrand pour la suite. Merci, Christian. C'est un peu déprimant comme panorama. C'est pas moi qui avais sélectionné cette photo, donc je ne sais pas si tu voulais qu'on aille dans une armurerie pour régler le problème directement. Je ne sais pas si c'était ton idée. Mais les solutions, elles sont pas si simples à trouver. On va essayer de passer différents outils éventuellement. En tout cas, il faut essayer d'arrêter le problème. Cet après-midi, je crois qu'il y a eu beaucoup de problématiques évoquées. Et à chaque fois, le point commun, c'est qu'il faut savoir se saisir, nous, du problème, en tout cas. Ne pas laisser faire. Et puis, aller dans les instances pour discuter, justement, au plus haut niveau pour que l'endoscopie reste vraiment notre domaine. Donc la première étape, c'est comme avec le burn-out, c'est se regarder soi-même en fait, et puis identifier ce qui va pousser le chirurgien de votre établissement ou de l'établissement d'à côté à envisager l'endoscopie. Et donc on y a réfléchi un peu avec Christian. Donc c'est vrai qu'il y a 4 grandes raisons, on va dire, pour le chirurgien. D'une part, ça peut être le manque d'activité pour lui. Le transfert en fait d'un certain nombre de compétences au gastro-entérologue parce que on fait maintenant du mini-invasif. Les besoins endoscopiques qui sont pas satisfaits par le gastro. Lui, il vous demande de faire des actes et vous y répondez pas. Il veut proposer un panel complet. Par exemple, on peut penser au secteur bariatrique, où un chirurgien bariatrique va vouloir proposer les techniques non invasives aussi pour proposer tout aux patients en surpoids. Et puis la nouvelle génération des chirurgiens digestifs qui, eux, se posent plus la question. Effectivement, ils ont toujours appris la célioscopie et voient pas pourquoi l'endoscopie se serait réservée au gastro. Donc si on regarde pourquoi il n'y a plus d'activité chirurgicale, on peut reprendre organe par organe. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont apparues depuis les 20 dernières années. Qui fait des colonocotomies chirurgicales pour retirer des calculs? Il n'y a plus beaucoup de chirurgiens puisque maintenant on a l'accès à la CPRE, on fait des sphinctérotomies endoscopiques. On met des prothèses biliaires plutôt que de proposer des dérivations biliodigestives. Et puis, on propose des techniques de résection pour les tumeurs superficielles. Je ne sais pas si vous êtes intéressé effectivement à la cotation d'une colectomie. J'ai regardé ça tout à l'heure. Une colectomie droite, c'est 475 €. On vient d'obtenir le remboursement pour la dissection sous-muqueuse dans le rectum. C'est 675 €. Donc effectivement, ils doivent quand même... ils tirent un peu la tronche, c'est un peu normal. La nécrose pancréatique, maintenant, ça se traite par voie endoscopique. On traite les diverticules de Zenker, on s'attaque à la bariatrique, et puis même le rêve des écho-endoscopistes de traiter les tumeurs pancréatiques, en tout cas bénignes, par la radiofréquence du pancréas et toucher à la sacro-sainte chirurgie pancréatique. Donc on comprend. Et puis deuxième élément qui peut être intéressant à regarder sur votre activité, c'est est-ce que vous manquez de réactivité? C'est en tout cas une problématique souvent soulevée dans les gros centres hospitaliers. Quel délai vous donnez pour une endoscopie diagnostique quand votre chirurgien voit un patient avec une suspicion de tumeur au scanner et qui vous demande de faire une coloscopie? C'est sûr que si vous lui proposez de la faire dans 6 semaines, il risque de pas être très satisfait. Est-ce que vous allez être réactif lorsque votre chirurgien demande une endoscopie interventionnelle, en particulier pour gérer ses complications? On comprend qu'un chirurgien qui fait une plaie de la voie biliaire lors d'une cholécystectomie, il a envie qu'on soit là rapidement pour réparer son problème et qu'il n'ait pas besoin tous les matins de dire au patient de rester à jeun en attendant peut-être que l'endoscopiste puisse répondre. Et donc il faut sans doute envisager un partenariat privilégié avec les chirurgiens digestifs. En tout cas, ne pas voir les chirurgiens comme des concurrents, des ennemis, mais plutôt en faire des amis et avoir vraiment un outil d'équipe digestive et peut-être les privilégier par rapport aux autres services avec lesquels vous travaillez. Je pense que c'est une façon intelligente de résoudre ce problème de réactivité. Et puis, donc, effectivement, il y a le chirurgien qui va vouloir proposer un panel complet. Il y a déjà quelques centres, en particulier dans le sud de la France, où le chirurgien digestif a pris la main pour proposer une solution complémentaire
aux chirurgies de bypass et de sleeve gastrectomie. C'est l'essor des techniques non invasives, donc il y a le ballon qui existe depuis longtemps, et puis beaucoup plus sexy dernièrement, la sleeve endoscopique, qui en plus ne nécessite pas de rentrer dans des critères assez stricts comme on les connaît dans la chirurgie bariatrique pour les interventions standards. Et donc ça va être un moyen pour lui de rentrer dans l'endoscopie, et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à faire cette activité-là, pourquoi s'arrêter? On pourrait aller plus loin dans ce cas-là dans l'endoscopie interventionnelle. Et puis sinon faire du tout en un biliaire, donc proposer une cholécystectomie et puis faire un cathé dans le même temps. Et puis enfin la nouvelle génération, Christian vous a montré les diapositives de démographie, ça va pas s'améliorer, c'est vrai qu'on réduit le nombre d'interventions chirurgicales, mais on continue en tout cas à augmenter le nombre de chirurgiens digestifs. Donc il va y avoir toute une nouvelle génération qui vont avoir les dents qui rayent le plancher et qui va voir un avenir potentiellement bouché, qui va être sans complexe, puisque maintenant on voit qu'ils vont vous répondre que dans leur maquette, il y a un DU d'endoscopie chirurgicale, donc ils ont tout à fait le droit de pratiquer l'endoscopie et ils vont pas se gêner pour vous le faire savoir. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? J'y ai répondu partiellement en listant les problèmes, c'est essayer de répondre aux besoins des collègues chirurgiens digestifs, d'être leur partenaire privilégié, d'avoir vraiment une oreille attentive, en tout cas quand ils ont des besoins, de pouvoir y répondre tout de suite et sans doute de vraiment les privilégier. Qu'est-ce qu'on fait dans les déserts médicaux, il y a des histoires d'endroits où il n'y a plus de gastro-entérologue, où finalement le chirurgien va demander à avoir une formation en endoscopie pour répondre à un besoin, pour le patient qui vient en urgence pour une hémorragie digestive, est-ce qu'il est légitime de lui apprendre à faire de l'endoscopie? Bon, comme avec Guillaume Bonneau, on a parlé tout à l'heure avec les IPA, c'est sans doute pas un moyen de répondre au problème de désert médical. Et puis, se former aux nouvelles techniques, je pense que c'est un impératif. J'ai parlé du bariatrique, c'est vrai que le gastro-entérologue, c'est un domaine qu'il a peut-être un peu délaissé. C'est vraiment l'apanage du chirurgien, de l'endocrinologue et de l'équipe diététique. Mais si on laisse le champ libre, en tout cas à ces nouvelles techniques, parce qu'on les pratique pas, le chirurgien, il n'y a pas de raison qu'il vous dise pas, si tu veux pas le faire, moi j'ai envie de le faire, j'ai envie de proposer ça à mon patient. Et donc ça va être un outil pour lui pour rentrer dans l'endoscopie interventionnelle. Donc peut-être qu'il faut se botter un peu les fesses pour essayer en tout cas de suivre l'évolution de l'endoscopie pour que dans votre centre, il y ait quelqu'un qui puisse pratiquer les nouvelles techniques. Donc ça c'est si on est gentil. Et si jamais il insiste, eh bien, on peut quand même rappeler la formation qui est exigée en hépatogastro, qu'effectivement avant de venir à de l'endoscopie interventionnelle, on a quand même des prérequis d'endoscopie diagnostique et thérapeutique standard qui sont assez importants, qui nécessitent quand même un nombre d'heures de formation. On peut demander le soutien de la direction de l'établissement et menacer de saisir l'ordre des médecins, puisque si votre chirurgien, en tout cas, n'est pas un jeune chirurgien, n'a pas été inscrit à un DU d'endoscopie chirurgicale, il n'a pas de légitimité pour pratiquer ce type d'acte. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à ne plus lui adresser de malade s'il veut vraiment s'y mettre? C'est une question qu'on peut se poser aussi. C'est fini. En fait, il n'y a pas de diapo de fin. Il y a un problème aussi, c'est l'assurance du chirurgien qui va faire une CPRE et qui va plier un malade avec une pancréatite aiguë. Le jour où il va se retrouver devant un expert, une expertise, sa légitimité va être difficile à démontrer et là, il va y avoir des problèmes importants, à mon avis. Parce que les experts, c'est des gastro-entérologues, c'est des médecins. Quand même, souvent. Mais il y a des gastro-entérologues, mais tu as des chirurgiens, des anesthésistes qui peuvent se présenter. Oui, mais à mon avis, ça posera problème. Alors, juste pour répondre à ça, donc il y a Chaussade qui discutait l'autre jour, mais j'ai eu un son de cloche contraire de la part d'un chirurgien, mais qui expliquait que il y avait un juriste qui était présent lors d'une réunion où ce thème était abordé, et qu'il avait clairement dit que les assurances ne prenaient pas du tout en charge quelqu'un qui avait juste ce diplôme universitaire qui n'était pas reconnu, et qu'en cas de complications, effectivement, l'assurance ne prendrait pas en charge le chirurgien qui aurait fait la faute. Voilà le problème. En tout cas, Branché ne prendra pas en charge. Oui, au CNP, c'est un problème qu'on a abordé de multiples fois. Effectivement, Stanislas Chaussade, l'ancien président de la SFED, puisque maintenant c'est Olivier Grenier,
On en a souvent parlé et il a poussé le Conseil national de l'ordre jusqu'au bout, jusque dans ses retranchements. Et la dernière réunion, il y avait des juristes qui ont été très clairs dessus. En pratique, un chirurgien qui n'a pas le DESC, il ne peut pas pratiquer l'endoscopie. C'est très clair. Donc il y a quelques cas qui vont être surveillés par l'ordre et tout. Donc l'ordre va leur interdire d'exercer, ou alors ils changent, ils se présentent comme gastroentérologues. Par contre, les jeunes qui rentrent dedans et qui ont la FST d'endoscopie, ceux-là, ils auront tout à fait le droit de faire l'endoscopie. Ça, c'est le point de vue juridique. Après, le problème de la formation, c'est le problème des universitaires. J'étais la semaine dernière avec la journée de réflexion des universitaires. Effectivement, c'est un sujet qui a été longuement abordé et pour l'instant, effectivement, c'est le problème des universitaires qui ne vont pas former des chirurgiens. Après, il faut qu'on balaye devant notre porte. Quand il y a des régions où il n'y a pas de gastroentérologue, où il y a 3 chirurgiens digestifs et plus qu'un gastroentérologue, et on l'a vu au niveau du syndicat, on nous dit mais le gastroentérologue il ne peut pas tout faire, les 3 chirurgiens ils se proposent de faire l'endoscopie, il faut absolument et c'est pas forcément aux jeunes d'aller dans les coins perdus, il faut absolument qu'on balaye devant notre porte, qu'on laisse pas des zones sans endoscopie. La nature a horreur du vide et ça sera le problème, donc il faut qu'on balaye devant notre porte. Oui, pour répondre à ça, en effet, tu as tout à fait raison, Patrick. Il faut savoir que dans beaucoup de régions, il y a très très peu de gastroentérologues, mais il serait très intéressant que les cabinets de gastroentérologie s'organisent pour envoyer ne serait-ce qu'une ou 2 fois par semaine un de ces gastroentérologues pour combler ce vide. C'est ce que nous, on est en train de faire d'ailleurs. C'est bon ? Ok, on est obligé Merci. de... Ouais. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Merci beaucoup.